La maltraitance infantile, c'est un problème compliqué par plein de points, où on a en fait des problématiques contradictoires. C'est-à-dire, on a la sensation on a des freins qu'on ne maîtrise pas. Des freins de temps, des freins de compétences, des freins d'organisation, qui font qu'en fait, le système n'est pas fluide comme pour une autre pathologie. En fait, on sait que si on a un patient qui a une douleur thoracique et qui a, de l'hypertension, on va l'envoyer aux urgences ou on va appeler le 15, c'est simple. Dans le fond, le parcours d'un enfant maltraité, c'est par essence un parcours complexe et donc c'est un sujet complexe avec une organisation qui est complexe et qui n'est pas simple. C'est-à-dire pour un professionnel de santé, on voit bien qu'il y a ceux qui savent faire et il y a ceux qui savent pas faire et qu'ensuite le chemin, il n'est pas évident et probablement qu'algorithmer, trouver un parcours qui soit simplifié pour un problème qui est protéiforme compliqué, et dont le diagnostic est long à faire, aiderait peut-être à prendre en charge mieux les enfants maltraités. Dans le cadre de notre communauté professionnelle territoriale de santé, nous avons décidé de se pencher sur la problématique de la maltraitance infantile et la première étape a été, de d'imaginer, de faire un diagnostic territorial et dans ce cadre-là, nous avons contacté la faculté de Nanterre et le laboratoire qui s'appelle LADYSS, LADYSS et qui on travaille donc maintenant avec une étudiante en master 2 de géographie de la santé, heu, que je vais interroger aujourd'hui sur, en fait, l'exploration des dispositifs et des problématiques pour les professionnels de santé sur un territoire donné. Bonjour Julie. Bonjour. Quel est ton parcours? Alors moi, je suis étudiante en géographie de la santé. Donc pour l'instant, je travaille au sein de la CPTS pour faire une enquête, une étude, un diagnostic, qui est territorial. Donc c'est-à-dire aller voir dans les 6 communes qui, composent la CPTS, ce qu'il en est du diagnostic et du repérage des maltraitances infantiles par les professionnels de santé. D'accord, c'est quoi la géographie de la santé? Alors la géographie de la santé, donc déjà c'est la géographie, donc on parle, de l'espace et on parle de l'espace, en rapport avec la santé. Donc ici, ça va être voir, enfin des grands axes de la géographie de la santé, ça va être, voir que selon qu'on habite ici ou là, on va avoir un état de santé différent et on va avoir un accessibilité aux soins qui va être différente et ça va vraiment être lié aux environnements de vie. Donc par exemple à l'échelle du quartier, par exemple qu'on habite dans tel quartier ou dans tel autre quartier, on va pas avoir une exposition aux maladies, ou alors par exemple, un accès aux soins. On parle beaucoup des déserts médicaux, mais voilà, c'est ça, à l'échelle, très locale. Par exemple, on va pas avoir d'accès aux soins, on va pas avoir d'accès à des questions de prévention et de promotion de la santé, ou alors on va avoir plus accès si on habite ailleurs. Va aussi y avoir, par exemple, si on prend la santé dans un sens très large avec tout ce qui est, on va dire bien-être, d'être dans un cadre de vie, qu'on apprécie, dans lequel on est bien, va y avoir aussi l'accès à la disponibilité alimentaire. Donc par exemple, on peut pas se nourrir correctement quand on habite dans tel quartier parce que, par exemple, il y aurait pas de magasin qui vend des fruits et légumes, par exemple. C'est-à-dire que c'est une approche géographique de la vie. C'est-à-dire dire que sur un endroit, il y a un climat, il y a un urbanisme, il y a une campagne, il y a des conditions de vie, il y a une accessibilité aux soins et donc c'est considérer que presque aussi important que le thème dont on va parler, c'est-à-dire la maltraitance infantile, le fait de s'y intéresser ici, c'est pas la même chose que de s'y intéresser là-bas. C'est ça et l'idée, c'est de montrer qu'il y a des inégalités sociale et territoriale de santé. Donc c'est vraiment ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que qu'on habite là ou qu'on habite là, c'est pas la même chose et ça va avoir un impact différent sur la santé et comment on se soigne. Du coup, c'est quoi la maltraitance infantile? Alors, les maltraitances infantiles, parce que c'est plutôt du pluriel, il y a la maltraitance infantile, mais il y a les maltraitances. C'est-à-dire qu'il y a différents types de maltraitance qui vont toutes participer à un enfant qui sera victime et qui sera, impacté par ces maltraitances. Donc par exemple, il y aura les maltraitances, physiques. Donc les maltraitances physiques, c'est, évidemment toutes les atteintes au corps de l'enfant qui vont entraîner des blessures, qui peuvent être jusqu'à létales. La mort de l'enfant, c'est, une maltraitance aboutie, c'est, une maltraitance qui atteint son but.
Il va y avoir les maltraitances, donc les violences psychologiques. Donc ça va être tout ce qui est de l'ordre des humiliations, des insultes, des menaces envers l'enfant, de la part des parents ou de la part parce qu'il faut pas oublier, que les maltraitances, elles peuvent être intrafamiliales envers les enfants, ou dans un contexte du foyer familial, des proches, du cercle proche de l'enfant. Mais il y a aussi toutes les maltraitances qui ont lieu dans un contexte institutionnel, donc à l'école, quand on va se soigner. Par exemple, une maltraitance de la part du personnel soignant. Ça peut être, pour les enfants qui sont placés à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, des maltraitances au sein des foyers. Enfin, les maltraitances, elles sont intrafamiliales dans un premier temps, enfin, dans un temps, et elles peuvent aussi être institutionnelles envers les enfants. Donc quand tu dis institutionnel, ça peut être un club de sport, ça peut être toutes les Tout activités ce qui est à côté. parascolaires. En fait, partout où va l'enfant, il va y avoir des «tuteurs» entre guillemets ou des figures tutélaires et ces gens qui sont responsables peuvent être maltraitants. Exactement. Et il y a D'accord, aussi, les maltraitances envers les enfants qui seraient de l'ordre des pères, donc des autres enfants. Donc ça aussi, ça dépend des maltraitances envers les enfants. Mais, ici, dans ce qu'on va parler, on va plutôt parler des maltraitances, intrafamiliales et des maltraitances institutionnelles qui, sont de la part des adultes, donc. La question des maltraitances mmh, envers les enfants, de la part des enfants, ça arrive aussi, bien sûr. Mais, là, ici, on va plutôt parler des comment on diagnostique et comment on repère des maltraitances, intrafamiliales, sachant que, le chemin est assez similaire pour les maltraitances, d'accord. Est-ce que pas bien nourrir, pas emmener en vacances, en gros, ne pas donner des conditions de vie de dignité, c'est mmh, déjà de la maltraitance? oui. Alors j'ai pas fini, tout à l'heure, j'ai débordé, mais donc oui, parmi les types de maltraitance il y a donc les physiques, les psychologiques et il y a les négligences. Les négligences, ça va être tout ce qui va, ne pas répondre aux besoins de l'enfant. Donc par exemple, être nourri, être vêti, se soigner, avoir accès à une éducation scolaire, que ce soit une éducation scolaire, à la maison ou à l'école. Il y a différentes modalités d'être éduqué, scolairement. Et donc tout ça, ça participe bien sûr, donc par exemple le fait de ne pas répondre aux besoins affectifs de l'enfant, c'est une maltraitance, psychologique, mais c'est aussi, des négligences. Est-ce que la maltraitance, dans sa globalité, a des conséquences sur la vie de l'adulte? Oui. Juste avant ça, je voudrais reprendre sur un dernier type de maltraitance qu'il y a, c'est D'accord. évidemment les violences, sexuelles envers les enfants. Et dans les violences sexuelles, donc il y a évidemment tout ce qui est, viol, attouchement, abus sexuels, l'inceste, quand on parle du cadre intrafamilial. Et il y a aussi l'exposition à la pédopornographie, donc le climat incestuel qu'il peut y avoir dans une famille. Donc par exemple, que les parents exposent à la sexualité leur enfant, c'est quelque chose qui fait partie des violences sexuelles. Et ça fait aussi partie parce que ces violences-là, elles s'ajoutent. En fait, c'est assez rare qu'un enfant victime ait subi qu'un seul type de violence. C'est des violences qui sont liées ensemble. Donc par exemple, si on prend dans un autre contexte, s'il y a des violences conjugales au sein d'un foyer, eh bien, en fait, c'est une violence psychologique envers l'enfant. Parce que l'enfant est exposé à un climat violent et ça, c'est déjà une violence. Donc tu peux me récapituler, là, comme ça, en Les 4 4 points? types, Ouais, donc il y a les négligences, donc ça, c'est ne pas répondre aux besoins de l'enfant, alors même que la personne responsable, donc ici les parents, en ont la capacité et ont la connaissance de ce que sont les besoins. d'accord, Donc c'est, ne pas répondre à ses besoins. Ensuite, il y a les violences physiques, les violences sexuelles et les violences psychologiques. Ça, c'est les grands types. très bien. Et donc pour répondre à ta question sur, est-ce que ça a des conséquences sur la santé de l'enfant et ensuite de l'adulte? Oui. Donc de l'enfant, évidemment, on pense directement aux conséquences, physiques, par exemple de coups ou de brûlures sur un enfant. Mais après, l'enfant qui survit et qui devient adulte, il a aussi des conséquences, c'est-à-dire qu'un enfant qui a été victime des différentes maltraitances, souvent donc qui s'ajoutent, il va avoir, plus de risques de, développer certaines pathologies. Il va avoir, des difficultés au niveau du développement, affectif, au niveau du développement physique, au niveau du développement neuro et ces difficultés-là qui vont être de l'ordre de la santé, en fait, ça va se répercuter sur, toutes les conséquences, on va dire socio-économiques derrière. Parce que, des difficultés, on va dire, dans le relationnel et dans le développement socio-affectif. Ça va entraîner peut-être des difficultés à l'école, qui vont entraîner après peut-être une marginalité et un isolement de l'enfant. Enfin, ça a des conséquences sur toute la vie de l'enfant
et de l'adulte survivant. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un enjeu de santé publique, c'est-à-dire que ça a des conséquences à long terme. Aujourd'hui, si on faisait un état des lieux sur ce que tu as pu lire, ce que tu as pu voir et sur, le travail que tu es en train de faire, sur notre territoire, c'est c'est quoi le constat? Le constat, c'est que alors, sur les professionnels de santé, on sait depuis longtemps, depuis, 2014-2015 que, les professionnels de santé, ils repèrent peu. Ce qui est assez étonnant parce que, les enfants, ils passent par le système de santé, y compris ceux qui sont maltraités. Globalement, un enfant, il verra un professionnel de santé, que ce soit aux urgences, que ce soit à l'école, que ce soit, pour des suivis réguliers. Enfin, un enfant, il passe majoritairement par le système de santé. Tous les signalements et tout le repérage qui est fait par des professionnels ou par, tout type de personnes qui pourraient signaler, il y en a que 5 qui viennent des professionnels de santé et parmi ces 5 il y en a 4 qui viennent des praticiens hospitaliers et 1 au maximum qui viennent des professionnels de santé Alors ce qu'il faut libéraux. bien comprendre, c'est que, il y a très peu de professionnels hospitaliers et ils détectent et on va dire, ils détectent et ils entraînent des investigations 4 fois plus que beaucoup plus de professionnels de santé. Donc ce qu'on constate, si j'ai bien compris, c'est que les professionnels de santé libéraux ont un manque d'investissement. La question n'est pas de juger, mais de dire que aujourd'hui le constat, les professionnels de santé libéraux, qui sont les plus nombreux, qui voient le plus de patients dans le quotidien, en fait, on constate qu'ils ne participent pas ou très peu ou très à la marge Mmh. au dépistage et à la prise en charge des enfants maltraités. Qu'est-ce qui fait qu'un professionnel de santé ne va pas identifier une maltraitance? Bah, déjà, il y a la question de la formation des soignants, c'est-à-dire que dans tout le cursus de formation d'un médecin, les maltraitances, c'est un tout petit item qui dure, très peu de temps et qui ne laisse pas forcément de traces derrière. C'est-à-dire, on va savoir que les maltraitances, elles existent, mais ce sera une présentation qui sera très théorique, qui dure, je le redis, très peu de temps et donc derrière, au niveau des stages et ensuite la pratique quand on est installé, eh bien, on fait juste face aux situations sans avoir, tout le bagage et tous les outils pour, savoir comment réagir. Deuxième cause d'absence d'identification. On n'est pas formé. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres freins? Oui, il y a d'autres freins. Va y avoir des stéréotypes sur ce qu'est la maltraitance, sur ce que sont les maltraitances, qui ça touche et par exemple, il y aura l'idée, mais qui ne concerne pas que les médecins, que les maltraitances, c'est que, dans les foyers les plus précaires. Alors que non, les maltraitances, c'est tout le monde, c'est toutes les classes sociales, tous les pays, tout le monde et du fait de leur statut de classe, des médecins, il y a aussi l'aversion de voir dans leur propre classe. Donc par exemple, un médecin qui reçoit une famille ou des patients qui seraient issus de la même classe sociale que lui, c'est difficile de reconnaître qu'il y a de la maltraitance chez des personnes qui nous ressemblent. Donc on ne sait pas voir, on a des idées reçues. Est-ce que c'est supportable de constater la maltraitance? Parce que moi, la première chose qui me vient, c'est que, les situations où j'ai peut-être eu à voir, j'ai eu l'impression que j'avais des freins psychologiques qui m'empêchaient de voir. Pas parce que c'était de l'identification sociale ou culturelle ou ethnique, Mmh. mais c'était vraiment genre, je peux pas imaginer que ça existe dans le fond. Bah oui, c'est difficile de se dire que, peut-être ce parent qui présente bien quand il, nous voit, il va frapper son enfant. C'est des choses qui, enfin, évidemment, c'est un peu le monstre dans le placard de savoir qu'on va frapper un enfant ou qu'on pas que frapper, mais qu'on va maltraiter un enfant dans toutes les modalités qu'on a dit avant, donc physique, sexuelle, psychologique ou les négligences. C'est difficile de le reconnaître et hem et ensuite, ce qui participe aussi, c'est que tout le système de comment ça fonctionne quand on signale ces maltraitances, c'est flou. C'est-à-dire qu'un médecin, il sait faire son travail de médecin et il n'a pas forcément connaissance du système social et judiciaire et ce qui se passe une fois qu'on a signalé. Et par exemple, ce qui va arriver, c'est que, un médecin, il aurait peur que, un signalement, ça veut dire un enfant est séparé de sa famille. C'est-à-dire briser des liens familiaux, il y aurait l'idée que c'est une énorme charge et ce serait une énorme responsabilité dans ce qui va advenir d'une famille. Alors que finalement, un signalement,
Ça n'a pas forcément comme conséquence derrière une garde à vue, des choses judiciaires qui arrivent. Ça peut aussi être un accompagnement social de la famille, une aide sociale de la famille, dans des cas, qui mettent pas en danger l'enfant immédiatement. Tu m'as dit 2 choses aussi, c'était, qu'il y avait la méconnaissance du système. Mmh. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui existe, on ne sait pas comment ça se passe, donc ça, j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu. Et la deuxième chose que tu m'as dite, c'était que les médecins pouvaient avoir une crainte d'une plainte c'est quoi? Alors, va y avoir, la peur, on va dire, que ça se retourne contre soi. Quand on est médecin, qu'on signale et que finalement après les parents, dans des cas où ce serait pas avéré qu'il y a eu une maltraitance, que, que les médecins enfin les patients portent plainte contre le médecin. Et ça reste des cas assez isolés. En tout cas, normalement, la loi protège. La loi fait en sorte que un médecin, il a le droit de signaler dans des conditions qui sont précises. Donc, par exemple, et là, ça répond à ta première question de c'est flou, le système derrière. C'est-à-dire que quand on signale, en fait, il faut passer par il y a deux voies. Soit c'est un danger immédiat pour l'enfant, et dans ce cas-là, ça part à la justice, donc au parquet. Et là, on fait un signalement direct et souvent il y a, un placement de l'enfant, provisoire et il y a une enquête judiciaire qui commence. Et soit sinon c'est, on passe par la CRIP. La CRIP, c'est la cellule de recueil des informations On y reviendra préoccupantes. après, mais donc en fait, c'est ton impression, c'est ça, on connaît pas. On connaît pas. On ne sait Donc pas les procédures c'est ça, pour déclencher. D'où l'intérêt d'une approche géographique pour savoir à quel endroit, quelles sont les ressources qu'on a. c'est ça. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu, malheureusement, c'est que les professionnels de santé disent: «C'est pas à nous de le faire». Donc il y a une désappropriation ou une non-appropriation de ça. Donc et la deuxième chose, mais je reviens à ce que tu as dit au début, c'est un médecin, un infirmier, un kiné Mmh, ne trouve que ce qu'il cherche. Or, si tu es pas formé sur quelque chose, bah, tu le trouves pas mmh, parce que tu ne le cherches pas. ouais, OK. Donc aujourd'hui, si on fait un résumé, il y a: «Je suis pas formé», 2, ce sont des situations où il y a des phénomènes d'identification ou une monstruosité intrinsèque qui fait qu'on n'a pas envie de le voir. mmh, Une méconnaissance du système qui est pas forcément bien foutu. Genre enfin, en tout cas, on n'en est pas informé de manière cohérente mmh, ou en tout cas, on ne s'est pas approprié le système et enfin, la peur, on va dire de sanctions, qu'elles soient ordinales, pénales, voire même de recevoir des coups par des parents. c'est ça. Et la notion que tu as évoquée, c'est qu'en réalité, la prise en charge de la maltraitance, c'est pas toujours le père qui va en prison et l'enfant qui est séparé de ses parents. En réalité, il y a une immensité enfin, il y a une très grande multitude de prises en charge et souvent, c'est très bienveillant vis-à-vis des familles et c'est plutôt les accompagner. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais là, voilà, c'est vraiment, on a donné les 4, les 5, les 5 freins. Mettons que je suis un professionnel de santé qui a dépisté une situation, que je sois infirmier scolaire, médecin scolaire, que je sois un médecin d'une équipe de sport, que je sois médecin généraliste, infirmière libérale, kiné libérale, ou que je sois un hospitalier et que j'accueille dans le cadre des urgences ou dans le cadre d'une opération un enfant, une situation me semble tendancieuse. Mmh. C'est plus du coup une intuition ou une impression. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, vérifier s'il y a des ressources, par exemple, si tu parles d'infirmières scolaires ou dans un cadre hospitalier, il y a peut-être des ressources, un protocole, on va dire, interne qui ferait qu'on a quelqu'un à qui aller, signaler ses doutes. Ensuite, il y a d'autres choses qui existent et par exemple, il y a déjà un numéro qui est disponible, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui est le 119, qui a aussi Le cette 119. le 119, D'accord. donc qui est le numéro d'appel sur le cas des violences faites aux enfants. Ce numéro-là, il est certes à destination des enfants et des mineurs qui voudraient, signaler des violences dont ils sont victimes ou dont, d'autres enfants sont victimes, mais c'est aussi un lieu où un professionnel peut, demander conseil sur une Donc, situation. à tous, vous avez un doute, un des premiers recours,
vous appelez le 119, vous allez être mis en contact avec des professionnels qui, même s'ils n'ont pas vocation à répondre à vos questions, pourront vous accompagner dans le parcours et vous informer localement de ce qui est possible. C'est ça. Sachant qu'eux-mêmes peuvent faire, dans certains cas enfin, ils ont la capacité de faire des informations préoccupantes. Donc de transmettre à la cellule de recueil des informations préoccupantes. Mais justement, la cellule, elle est aussi, accessible pour un professionnel. Et c'est d'ailleurs son rôle premier en fait, d'être accessible à toute personne qui voudrait signaler des informations préoccupantes. Donc il y a un numéro, il y a une adresse mail, enfin il y a un contact qui est accessible et auquel on peut demander conseil sur des situations. Maintenant, dans la plupart des départements, parce que la CRIP est un service, départemental, c'est relié au conseil départemental. La quoi? La CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes. Donc c'est eux qui centralisent tout ce qui remonte de signalement. Sachant que en réalité, on parle de signalement quand c'est un signalement judiciaire, au parquet. Quand c'est social, quand c'est pas du danger immédiat, ça va être une information préoccupante, donc à la CRIP. Et donc à la CRIP, enfin, maintenant, il y a souvent un médecin référent de la protection de l'enfance qui est associé à ces cellules. Et donc, par exemple, en tant que professionnel de santé, on peut appeler pour faire part de doutes, demander si telle situation auquel on fait face pourrait donner lieu à une information préoccupante, et voire même peut-être requalifier et dire que en fait c'est une situation où il y a un danger immédiat pour l'enfant et faire un signalement au parquet. Sachant que les institutions, elles dialoguent entre elles. Donc, par exemple, un signalement qui est fait à la CRIP, en première instance, s'il est évalué comme un danger immédiat, ils transmettent au parquet et le parquet peut aussi transmettre à la CRIP. Il y a pas c'est pas tant en silo que ça. Ils dialoguent entre eux et ils requalifient en fonction des degrés, d'urgence. On a d'autres recours? On a d'autres recours qui sont, locaux, donc à l'échelle d'un département ou sectorisés, intra-département, qui vont être les UAPED, donc les unités d'accueil pédiatrique, enfance en danger. Donc dans ces unités-là, c'est des unités, qui accueillent, enfin qui peuvent accueillir des enfants pour faire des évaluations, pluriprofessionnelles. Ils ont un autre volet de leur travail qui est aussi, d'avoir une salle d'audition pour la police, pour faire des auditions de mineurs, dans le cadre d'enquête, dans des endroits qui sont adaptés. Et donc ces UAPED, elles se font sur demande des professionnels. Donc un professionnel de santé qui a un doute, il peut appeler l'UAPED et Être conseillé. être conseillé. Donc c'est-à-dire avant de prendre la décision d'envoyer une information, un signalement, on peut demander conseil. C'est faire ce pas en appelant, ça ne veut pas dire que, on s'engage. C'est déjà faire un pas, être conseillé et savoir justement comment on fait. Et par exemple, sur les informations préoccupantes, c'est un document, enfin c'est un écrit qui demande de répondre à certains critères, notamment au niveau de comment est-ce qu'on parle de ce qu'on a vu. Ok, donc si on résume, je suis un professionnel de santé, plus ou moins formé, plus ou moins anxieux sur le sujet, par identification ou pas, plus ou moins qui connaît pas vraiment les structures, bah là on apporte un petit peu des clés. Aujourd'hui, si on a un doute sur un enfant, la première réponse, elle est loco-locale. Si je travaille dans un cabinet, si je travaille dans un hôpital, si je travaille avec d'autres professionnels de santé, je dois discuter de ce cas et dire bah j'ai vu quelque chose, j'ai un doute, qu'est-ce que t'en penses? Mmh, Est-ce que tu veux pas regarder l'enfant, etc. Déjà, c'est un début, un, de conscientisation et deux, de prise en charge de l'enfant. mmh, La deuxième possibilité, c'est le 119, qui est un téléphone pour l'enfance maltraitée, qui est censé être là pour les enfants qui sont maltraités et pour déclarer une maltraitance, mais qui est aussi à la disposition de nous, les professionnels de santé, pour pouvoir avoir des réponses et pour pouvoir être accompagnés dans ce raisonnement. Troisièmement, il y a la possibilité UAPED, ils sont là pour ça. C'est des structures qui ont vocation à faire des choses différentes, mais ils ont une permanence qui permet aux heures ouvrées de répondre à des questions et de nous orienter pour savoir ce qu'il faut faire et voire même mmh, nous donner des conseils. Je dirais aussi que si on voit un enfant et qu'on trouve qu'il a un problème de santé qui est assez grave et qu'on a un doute sur le fait que ce soit de la maltraitance, on peut l'adresser aux urgences bien pédiatriques. sûr. Et c'est un recours parce que eux, ils Mmh, ont l'habitude, eux, ils ont dans leur mur les UAPED. Et enfin, on peut contacter les CRIP qui ont euh, à disposition un médecin départemental qui pourra nous accompagner, professionnels de santé, non pas pour tout de suite déclencher la cavalerie, mais pour essayer de comprendre les enjeux, savoir quels sont les recours. mmh. Donc on a aujourd'hui, objectivement, 5 recours, les confrères, les urgences, l'UAPED, le CRIP et le 119. Oui.
Et ça veut dire qu'on n'est pas encore à la phase de on a déclenché une prise en charge de la maltraitance. Ça veut dire qu'on a conscientisé, mais ne serait-ce que cette conscientisation et que cette alerte qu'on semble signaler, c'est déjà un début de prise en charge. Je suis un professionnel de santé, je vois un enfant, je pense qu'il se passe quelque chose. J'ai appelé l'UAPED qui m'a donné des conseils, et j'ai appelé le 119. Mes collègues, ils ont regardé, ils pensent qu'il se passe quelque chose pour cet enfant, quel que soit le type de maltraitance dont on parle. Mais ça me travaille, j'y pense. C'est quoi le chemin? Qu'est-ce que je dois faire? J'appelle le juge, j'appelle la police, j'en parle aux parents. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, une information préoccupante, dans la majeure partie des cas, enfin un signalement ou une information préoccupante, il se fait avec l'information aux familles. Donc c'est-à-dire on ne fait que très rarement une information, un signalement, sans l'accord enfin pas vraiment l'accord, mais sans que ce soit informé aux parents de l'enfant maltraité et à l'enfant évidemment. Et comment ça se passe derrière? Alors, en cas de danger immédiat, c'est au parquet. Donc là, ça peut être un appel, ça peut être, qui va donner lieu à un mail avec, donc les informations, un document à remplir, à compléter, ou ça peut être à la CRIP s'il y a pas de danger immédiat. Et à la CRIP, c'est pareil, ça passe par un appel et ensuite de remplir un document qui sera l'information préoccupante, qui est donc un document écrit. Et pour ce document écrit-là, il faut, y reporter, ce qui a été observé et ce qui a été dit par les patients. Donc les enfants, par exemple, si jamais il y a des bleus sur l'enfant, de d'expliquer ce qui a été dit par les parents Mais comme c'est quoi comme explication. format? Parce qu'en fait, là, C'est un format écrit. non, mais un format écrit, c'est rédigé papier, c'est un site internet? Non, il y a pas de site internet. C'est un document, il y a des modèles qui sont disponibles. Donc il y a un formulaire qui est disponible sur le site? Alors, il y a pas de site de la CRIP. C'est eux qui vont envoyer, par exemple, un modèle à remplir ou alors sinon sur, le site de la Haute Autorité de Santé, HAS, il va y avoir un document qui présente, bon, d'une part, ce que sont les maltraitances infantiles et d'autre part, un document modèle Du sur coup, on voit lequel on bien, peut travailler. du coup, on voit bien que c'est le bazar. C'est-à-dire que rien n'est fait pour que ce soit simple. Moi, c'est ça que je vois tout de suite. C'est C'est compliqué d'être un informer une famille alors qu'on se dit qu'il maltraite l'enfant. Pour un professionnel de santé qui s'occupe de cette famille et qui est seul dans son cabinet, c'est compliqué. c'est compliqué. Deux, on va dire, si j'ai compris, la démarche, c'est d'appeler le CRIP, Mmh. d'échanger avec eux par téléphone, et ça va déclencher l'envoi d'un formulaire ou d'un modèle. Ce modèle, j'en fais quoi? Une fois que j'ai rédigé. Alors, il va être renvoyé à la CRIP et par exemple, s'il y a un médecin référent, il peut aider à reformuler. Enfin, avant de faire un envoi, définitif, c'est possible de retravailler sur l'écrit pour être sûr qu'on est dans les clous et par exemple, c'est ça qui va protéger face aux conséquences qu'il pourrait y avoir au niveau pénal, au niveau ordinal. Donc on peut faire ce dialogue avec le médecin référent de la protection de l'enfance de la CRIP pour être sûr que notre écrit, il est dans les clous. On n'a pas porté de jugement, on n'a pas extrapolé, on ne fait que rapporter ce qui est observé et ce qui est dit. Et ensuite, bah, le document écrit, le formulaire rempli, il part à la CRIP et après il y a une évaluation et après il y a, soit les conséquences qui vont être de l'ordre des mesures sociales, donc des aides qui peuvent être, financières, qui peuvent être la venue d'un intervenant social au sein du domicile, à plusieurs reprises dans un mois. Ça peut être aussi les conséquences judiciaires parce que ce sera requalifié après une enquête sociale et on dira il y a un danger. Il y a un danger immédiat et donc ça repasse vers le judiciaire. Après les institutions, elles vont dialoguer entre elles et il va y avoir la prise en charge, soit par le social, ce qui est quand même la majeure partie des cas, soit par le judiciaire. Je résume. J'ai vu un enfant, j'avais un doute. Avec des moyens locaux, des collègues, avec l'UAPED, avec le 119, avec le CRIP, j'ai eu une assistance qui m'a permis de confirmer ce que j'en pensais. Mmh. La première partie de tout ça, si je veux, en fait, entraîner un signalement, c'est d'en parler avec la famille. Mmh. Toute la question fondamentale, c'est de savoir comment on va en parler à la famille. Et donc, comment est-ce qu'un professionnel de santé va parler à la famille d'un sujet aussi sensible? Alors, pour en parler à la famille, prendre, l'axe de dire: «C'est pour aider». C'est-à-dire dire: «J'observe que vous avez des difficultés.
de ne pas essayer de braquer la famille, de dire, «On voit bien qu'il y a des difficultés, peut-être vous avez besoin d'aide sur ça, on peut aider» et donc le signalement viendrait aider là-dessus. C'est partir de ce biais-là, de dire: «Aider» plutôt que de dire: «Je vais signaler, ça va», et aussi parler du fait qu'en fait, il y a une obligation de signaler. D'une certaine manière, de dire: «Face à ça, on peut vous aider, moi je suis obligée de signaler» et normalement ça va limiter, enfin si on part du principe que c'est pour aider et pas pour dire: «On va contrôler, ce que vous faites en tant que parent», mais dire: «J'observe bien que vous êtes aidés». En fait, il y a des parents qui vont le prendre comme une opportunité aussi de dire: «Ah oui, en fait, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin C'est d'aide ça, face à cette c'est-à-dire qu'en situation». fait, on prend le parent plutôt comme celui qui est en difficulté et qui a une situation, c'est-à-dire qu'on dit qu'on a observé quelque chose chez l'enfant qui est négatif pour Mmh. l'enfant, que c'est difficile Que dans ça la inquiète. famille, quel que soit le niveau socioculturel de la famille, et donc de dire, ben, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on essaye de vous aider dans ce problème qui est difficile à Mmh. résoudre. On est d'accord? Oui. Bah, le nom de l'information préoccupante dit déjà tout, en fait. On est préoccupé, donc on veut vous aider. Oui, alors comment est-ce qu'on fait pour prouver qu'on en a parlé à la famille? Dans le formulaire à remplir, par exemple, le modèle qui est proposé par la Haute Autorité de Santé, il y a marqué si la famille a été informée. D'accord, et c'est indispensable, c'est-à-dire que c'est un critère bloquant ou on peut ne pas en parler à la famille? On peut ne pas en parler à la famille si, il y a l'idée que ça mettrait plus en danger l'enfant qu'autre chose. D'accord, donc en fait, l'information de la famille, elle va exister si on pense que cette conscientisation d'un problème par la famille existe, Mmh, alors ça va aider l'enfant. mmh, Si en revanche on pense qu'il y a de la maltraitance plus dure mais qu'on ne sait pas mmh mh. l'identifier, on n'a pas cette obligation d'informer la famille. Donc on a informé ou pas la famille. On a contacté le CRIP. Le CRIP nous envoie un formulaire qu'on va commencer à remplir. On va renvoyer ce formulaire au CRIP et il peut y avoir un échange pour être dans les clous, on va dire médico-légaux, pour ne pas avoir de plaintes, de problématiques et d'être dans une déclaration neutre, sans jugement de valeur, sans jugement politique, sans jugement de quoi que ce soit. Mmh. Et une fois que, avec l'aide du médecin départemental sur la maltraitance, et à partir de ce moment-là, ce formulaire va partir dans le système social et il va y avoir une enquête sociale Mmh. sur l'état de cet enfant. Oui. Donc l'enquête sociale, elle va aller voir ce qui se passe du côté de l'enfant, ce qui se passe du côté des parents, de l'environnement. Il va y avoir du contact avec tout ce qui interagit avec l'enfant, donc la famille, l'école, le médecin peut-être. Enfin, il va y avoir une enquête qui sera totale, on va dire et ensuite, il y a une décision qui va être prise. La décision, ça peut être dire: «Sans suite». Donc sans suite, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Mais ça veut dire que ça ne va pas donner lieu à des mesures sociales au sens de, par exemple, l'intervenant social qui vient dans la famille pour accompagner, une aide sociale, financière ou alors après les mesures, judiciaires. Est-ce que pendant toute cette période, le déclarant est informé ou est-ce qu'il est, on le laisse tranquille et c'est une enquête purement sociale? Alors, il peut être informé, en tout cas, il peut contacter pour savoir ce qu'il se passe derrière et souvent, quand ça se passe, par exemple, dans un suivi avec un médecin généraliste, de famille, en fait, la famille va en parler. Souvent, la on sait ce qui s'est passé après par le lien avec la famille. Parce que quand l'information préoccupante, elle s'est fait avec information des familles, hem, le lien ne se brise pas forcément avec les patients et les familles, elles reviennent, vu qu'on est parti dans le principe que c'était pour aider la parentalité, aider le foyer et donc les patients vont raconter ce qui s'est passé après, de dire: «Ah bah, maintenant on a, un assistant social qui vient nous voir, on a eu une aide, financière» ou alors il y a eu séparation, entre les conjoints, enfin tout ce qui peut se passer derrière et sinon, évidemment, il y a possibilité de contacter la CRIP pour savoir ce qui s'est passé et par exemple, s'il y a eu un contact au départ avec l'UAPED va rappeler, va dire, voilà ce que ça a donné. On se voit dans un contexte particulier qui est que notre communauté professionnelle territoriale de santé, qui est la CPTS des Hautes-Bièvres, qui se trouve dans le sud du 92 et qui comporte 6 communes,
On travaille avec toi pour faire une enquête territoriale, Mmh. géographique, une approche de géographie de santé, comme on l'a expliqué en début de vidéo, pour essayer de comprendre ce qui dysfonctionnait, pour essayer de comprendre quel est le niveau de conscience et de compétence des professionnels de santé, sur la maltraitance infantile, pour connaître les recours qu'on a sur le territoire et quelles sont les ressources territoriales, au sens strict du terme, pour nos professionnels de santé. Et du coup, tu fais ton mémoire de deuxième année de master sur le sujet de la maltraitance infantile vu du point de vue des professionnels de santé. Et donc, tu rencontres des professionnels de santé. Et donc, pour illustrer un petit peu ce dont on a parlé avant, qui est Mmh. tout fut difficile, parce que c'est un sujet difficile, qu'est-ce que ça donne tes entretiens? Alors ça donne que, auprès de professionnels qui sont, par exemple, au sein des PMI ou des centres de santé sexuelle, anciennement les centres de planification, donc qui sont reliés au département. La connaissance de ce qui existe, elle est là, parce qu'on est au sein du département, enfin, on est dans l'institution départementale, donc on sait. On sait, c'est proche. Ça peut même être proche, très proche, dans le même bâtiment. Alors que quand on est un professionnel libéral, c'est plus loin. Nous, on a, enfin, en professionnel libéral, il y aura que les formations qui ont eu lieu pendant la formation, les études et qui sont minimes. Donc finalement, c'est plutôt de l'ordre du parcours personnel de la personne, du médecin, de savoir ce qu'il en est des maltraitances. Comment on signale? Quel recours il y a? Et là, par exemple, de faire partie de réseaux, d'échange de pratiques. Par exemple, de groupes, d'échange de pratiques, d'une MSP, d'un système où on est plusieurs, ça permet d'avoir ces connaissances parce qu'il va y avoir des formations, ensemble, il va y avoir un échange entre professionnels qui vont permettre de savoir ce qui se passe et ensuite il y a tout ce qui est de l'ordre du cas personnel du médecin qui, par exemple, va avoir travaillé, au sein de l'éducation nationale à un moment donné, va avoir eu affaire à des situations de maltraitance au tout début de son exercice qui font que ça l'a marqué et donc derrière, il va savoir quels sont les recours et il va se tenir au courant de quels sont les recours sur le territoire. Par exemple, quand l'UAPED ouvre, eh bien, on le sait que l'UAPED a ouvert et on ne découvre pas, plusieurs mois ou plusieurs temps après, Et on sait ce que c'est une et on UAPED. sait ce que c'est qu'une UAPED. Ma question, c'est dans les médecins justement, les médecins, les infirmiers, les professionnels de santé que tu as pu rencontrer, dans ceux qui n'étaient pas sensibilisés ou qui reconnaissaient une incompétence, Mmh. est-ce que tu as trouvé une envie d'apprendre, de savoir et d'acquérir de la compétence et de l'intégrer à sa pratique quotidienne? Ou est-ce que tu as rencontré une répulsion? Alors pour l'instant, dans l'enquête, il n'y a pas eu de cas où il y a eu une répulsion à signaler ou à voir la maltraitance. Il y a plutôt, un intérêt. Moi, pour l'instant, dans les entretiens, qui ont pu être faits, savoir ce que sont les maltraitances, c'est là. Peut-être qu'il y a C'est une là, ça veut dire? c'est-à-dire, ils savent ce que c'est des maltraitances. Par exemple, un enfant qui arrive, qui systématiquement à toutes les consultations, l'enfant est mal vêtu, est sale, enfin, ça peut être des signes. Donc ça, ils le savent. Ou alors, les différents signes physiques ou, ça, ils savent. C'est pas la question finalement. Pour ce type de professionnel, c'est plutôt la question de savoir: «Qu'est-ce que je fais une fois qu'il y a ça?» et l Donc juste, j'insiste, pour toi, tous les professionnels de santé que tu as vus aujourd'hui savaient reconnaître une maltraitance? ils savaient tous les signes, oui. Et y compris, ce qui est pas forcément de l'ordre du signe, physique visible, mais plutôt de l'environnement, familial. Donc par exemple, un lien parent-enfant qui se fait mal ou qui est complexe, le fait tous les facteurs de risque aussi sur l'enfant. Par exemple, un enfant qui serait atteint de troubles, neurologiques, un enfant prématuré, pour les adolescents quand il y a, par exemple, la question des identités, sexuelles ou des identités de genre, pour un enfant, quand il a moins de 4 ans, on sait que c'est vraiment une période où les maltraitances enfin, c'est un facteur de risque, des maltraitances. Tout ce genre de choses, c'est su et finalement, ce qui pose question, c'est qu'est-ce que je fais moi, quand je suis dans mon cabinet? Alors, ma question c'est su, mais est-ce que c'est su avec un niveau de certitude suffisant pour Pas prendre une forcément. décision? Ou est-ce que c'est un doute? Il y a quand même le doute. Il y a un doute. Il y a le doute. Donc la question, peut-être c'est un point d'amélioration, c'est de passer du doute
Mmh, à exactement comme quand on dit: «Bah, le patient, il a une infection rénale», on serait capable de dire: «Moi, je suis sûr qu'il se passe quelque chose». mmh, Et après, manifestement, c'est quel est le parcours et comment être accompagné. c'est Mais ça. est-ce que tu as rencontré des professionnels de santé qui étaient libéraux, qui étaient en cabinet tout seuls? Non, pour l'instant, il y a eu que des personnes qui étaient au moins à 2. Donc finalement, j'ai pas eu encore le cas de tout seul et pareil sur la question de ceux qui auraient une répulsion à voir les maltraitances. Ça fait aussi partie des 1ers résultats, c'est-à-dire ceux qui me répondent, ceux qui veulent bien me répondre. Donc finalement, j'ai pas encore eu ceux qui, seraient plus distants par rapport à la question des C'est ça, c'est maltraitances. en négatif, ça pose la question des gens qui refusent de répondre Oui, ou de te rencontrer. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose sans forcer l'interprétation de cette absence oui. de réponse? Mais en tout cas, ça fait partie de la suite de l'étude, c'est d'aller voir ceux qui, n'ont pas répondu en premier lieu. Il y a des personnes très volontaires qui même me répondent très rapidement et vont, directement trouver le temps de répondre à un entretien qui dure un certain temps, qui dure plus de 30 minutes. Ça demande du temps dans la journée, ça demande un investissement. Ça demande aussi de se préparer à parler de cette question et il y a ceux qui n'ont pas donné suite à mes prises de contact avec eux. Et donc ces personnes-là, il va falloir aller travailler pour aller, les chercher et les faire parler sur ce sujet-là. Une autre question, c'est est-ce que tu peux nous raconter rapidement, 1 ou 2 entretiens qui t'ont marqué? Alors marquer, je sais pas, en tout cas des entretiens qui ont été, en fait, il y a eu des entretiens où on voit que la personne, elle est très à l'aise avec l'idée de: «Je sais ce que c'est qu'une maltraitance, je connais le système» et il va y avoir ceux qui savent ce que c'est la maltraitance, qui savent quels sont les différents types de maltraitance, qui ont les ressources pour aller chercher les recours possibles. Par exemple, ils savent où aller chercher sur le site de la Haute Autorité de Santé. Ils savent que la CRIP, ça existe, mais qui l'ont jamais fait. Et en fait, il y a la question de ceux qui ont déjà fait, dans ceux que j'ai interrogés, et ceux qui n'ont jamais fait et appréhenderaient le fait de devoir le faire. Et donc parmi ces personnes-là, par exemple, il va y avoir, la question de dire: «Mais ça va me prendre du temps de chercher». Enfin, j'ai pas d'outils à disposition direct qui me permet de concentrer tout ce que je dois faire, une sorte de chemin de route de qu'est-ce que je dois faire. Donc ce serait l'idée de: «Ah mais moi je vais être tout seul dans mon cabinet, là il va falloir que j'aille chercher mes informations, déjà être sûre de ce que je veux dire». Hem, il y a tout ça. Alors que pour des personnes qui auraient déjà fait des signalements, finalement ça devient même si on le fait qu'1 ou 2 fois par an, on voit 1 fois toutes les 2 ans, en fait, il y a l'idée qu'on l'a déjà fait, on sait à quoi s'attendre, même s'il y a eu, pour certains des petites malvenues avec par exemple, ici on n'a pas été informé des suites, mais maintenant on sait que en fait je peux les appeler moi-même et avoir les suites de mon signalement. C'est des choses qui viennent. En fait, une fois qu'on l'a fait, il y a plus tant de soucis derrière que ça. Merci beaucoup.